Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Une petite suite aux deux vidéos précédentes qui va porter sur les invariants spécifiques au Forza nain sur R2. Alors, il va y avoir une application que je vais développer à ce sujet. Ça va être l'étude de la diffusion de Rutherford, puisque on va avoir besoin de calculer la déviation d'une particule alpha, c'est-à-dire d'un noyau d'hélium donc chargé 2 œufs par une particule cible peu mobile, comme historiquement c'était le cas, donc un noyau d'or. Voilà, donc voilà l'objectif de cette petite vidéo qui fait suite à la précédente. Donc la précédente portait sur les forces centrales tout court, je dirais, et puis les forces centrales en 1 sur R2, en donnant les principaux résultats. Alors, bon, ces résultats n'ont pas été démontrés. On a admis que la solution du problème keplérien, c'est-à-dire le mouvement dans un champ de force centrale en 1 sur R2, qui soit attractif ou répulsif, était une conique de foyer O, O étant le centre de force. Eh bien, on va essayer un petit peu de voir comment démontrer ce résultat sans utiliser les méthodes habituelles, notamment la formule de Binet. Il est possible qu'un sujet fasse cette démonstration à l'aide d'un des invariants que je vais vous présenter ici. Alors, on va trouver un invariant que l'on pourra combiner avec un autre invariant qui, lui, n'est pas spécifique des forces centrales en 1 sur R2, c'est le moment cinétique. L'objectif est d'arriver au vecteur dit excentricité qui permet de retrouver immédiatement l'équation de la conique en supposant qu'elle vous est donnée et que par conséquent vous pouvez la reconnaître en utilisant ces invariants. Voilà l'objectif de cette petite vidéo. Alors, on commence rapidement à donner les résultats obtenus. Alors, donc, le titre ici de cette petite leçon, c'est les invariants spécifiques des forces centrales en 1 sur R2. Alors, quand je dis D, en fait, il va y en avoir un qui va engendrer un autre qui sera directement lié à l'aide du moment cinétique qui est conservé dans toute force centrale. Donc, premièrement, invariant associé aux forces centrales F de M est égal à moins K sur R2 OM sur R qu'on écrira moins K sur R2 ER de M. Alors, on va faire un rapide rappel. Donc, au départ, on part d'axes arbitraires, O, X, Y, Z. Un référentiel galiléen. Et la force que je vais prendre attractive par défaut, puisqu'on pense au problème de l'interaction gravitationnelle. Et donc, on va poser R est égal à OM et F de M, donc se met sous la forme moins K sur R2 ER de M. Voilà. Et donc, on lui associe l'énergie potentielle EP de M égale moins K sur R. Alors, on va commencer par rappeler les invariants associés au caractère central de F. Alors seulement le caractère central,
Donc, on va le présenter de manière concise, puisque ça a été détaillé précédemment. Eh bien, on commence par remarquer que sigma R de O est égal à OM vectoriel P de R, c'est-à-dire R vectoriel M V de R, est conservé au cours du temps. Ce qui implique que sigma de R de O égale constante, et cette constante, que je vais appeler sigma, est déterminée par les conditions initiales. Voilà. Ensuite, en utilisant la définition qui est ici, on trouve que sigma R est égal à 0. Ça veut dire que la trajectoire est plane. Et, alors, plane contenant O orthogonale à sigma. Et donc, on redéfinit les axes. Tels que, donc, tel que pi égale OXY et sigma égale sigma EZ. Ce qui fait qu'on est ramené au schéma en projection suivant, avec un degré de liberté à moins, puisqu'on est dans un plan. Tout ça a été détaillé précédemment, donc X, Y, OZ. On introduit des coordonnées polaires dans ce plan, donc désormais il y a 2 degrés de liberté. Voilà. Et la conservation de sigma R de O implique par ailleurs, donc R carré θ point égale C égale sigma sur M, qui s'appelle la loi des airs, comme ça a été précisé précédemment. Voilà. Importante relation. Ça, c'est le caractère central. Alors, il y a un autre invariant, par ailleurs. Eh bien, l'énergie mécanique qui s'écrit ici 1 demi de M V de R au carré moins K sur R, voilà, est conservée au cours du temps. Conservé au cours du temps. Et donc, puisque la trajectoire a lieu dans pi, eh bien on a R qui vaut OM, c'est-à-dire RER, mais du fait qu'on est dans pi, en fait, il n'y a que 2 degrés de liberté pour la vitesse, c'est Rθ point Eθ, où ER et Eθ sont les vecteurs qui sont construits ici de cette manière-là. Voilà. Et qui dépendent de θ. Voilà un petit peu le résumé. Et donc ça, on va l'écrire E, qui est donné par la condition initiale. Donc cette étude débouche, comme on l'a vu, sur... Cette étude débouche sur... D'où 1 demi de M R point carré plus UF de R et de C est égal à E. Donc un système qui est ramené à 1 degré de liberté. 1 degré de liberté. Voilà. Et où UF de R de C est égal à 1 demi de MC2 sur R2 en utilisant le fait que R carré θ point égale C plus EP de R. Et dans notre cas particulier, c'est 1 demi de MC2 sur R2 moins K sur R. Voilà où on en était. Alors, ça permet de faire des discussions graphiques, on l'a vu, et de prédire, je dirais, la compatibilité
avec le résultat admis, c'est-à-dire le fait que dans ce cas-là, c'est une conique de foyer haut, avec l'analyse qualitative des trajectoires, du caractère borné ou semi-borné, que l'on peut trouver par cette étude. Bon. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas faite, c'est le PFD. Remarque, on n'a pas appliqué le PFD parce qu'on savait qu'on se ramènera à un degré de liberté. Donc, le PFD à M de M dans R s'écrit M dV sur dt dans R est égal à F, et donc dans notre cas, c'est moins K sur R2 ER. Avec, puisque la trajectoire est un lieu d'un pi, donc on a vu R égale OM, V dans R c'est R point ER plus R θ point θ, et donc on continue, A de R, on est toujours dans ce plan-là, c'est R point ER, plus R point θ point Eθ, plus R point θ point, je détaille ici comme s'il fallait qu'on le retrouve, mais en fait, on peut pratiquement le savoir par cœur, ne pas oublier de, quand on dérive par rapport au temps, c'est une fonction composée, la dépense dans le temps, elle est dans θ, donc du coup, dérivation composée, et en plus on vérifie l'homogénéité, donc on obtient moins R θ point carré, ER, plus on remarque que les termes en Eθ se mettent sous la forme 1 sur R d sur dt de R carré θ point Eθ, et donc ça fait 0 parce que R θ point égale C, on le sait depuis la conservation du moment cinétique, c'est pas nouveau, et donc ici ça va se mettre sous la forme R point moins C carré sur R3, d'où en fait ce qui reste c'est M R point point moins C carré sur R3 est égal à F de R, c'est-à-dire moins K sur R2. Alors, il est intéressant de remarquer que 2 s'obtient en dérivant 1 par rapport à t. Puisque, là aussi, quand on a un degré de liberté, on sait que la concentration de l'énergie s'obtient par manipulation du PFD. Alors, soit on multiplie ici par R point, soit on dérive 1 par rapport au temps, c'est comme on veut. Comme historiquement on a commencé par 1, ici, en utilisant l'expression du F de REC, il est plus logique ici de l'obtenir en dérivant par rapport au temps 1. Et donc d sur dt de 1 équivaut à 1 demi de M R point pardon, le 1 demi s'en va, plus la dérivée par rapport au temps de ça, donc ça s'écrit moins 1 demi de 2 MC2 sur R3, donc D moins 2P sur DR par rapport au temps, donc ici ça nous fait K sur R2, voilà, R point est égal à 0. Comme en général R point est différent de 0, ceci implique bien, comme attendu, MR point moins MC2 sur R3 est égal à, alors je ne sais plus sous quelle forme j'ai mise, moins K sur R2. Donc c'est tout à fait compatible avec 2, c'est-à-dire 2. Bon, voilà pour cette remarque. Alors maintenant, on va chercher, donc on pourrait résoudre, il y a diverses techniques qui permettent de résoudre 2. Et donc en fait, il y a une célèbre façon de faire qui s'appelle la méthode de Binet. Je vais simplement dire un mot sans faire la démonstration ici, je reste très proche du programme. Remarque 2, la résolution la plus célèbre, résolution de 2, et bien en fait 2 fait intervenir la fonction
puisqu'on a éliminé θ point, la fonction t donne R de t. Eh bien, on va changer de variable. Ici, on va prendre θ. Et ici, on va changer de variable. On va prendre U est égal à 1 sur R. C'est-à-dire que on a un changement de variable. T donne θ. Rappelons que θ point égale C sur R2 est strictement positive. Ce qui fait que on peut faire une bijection ici sur un intervalle semi-ouvert d'extension de pi sur θ et la variable t. Et ici, un changement de fonction connue. C'est-à-dire qu'on remplace R par U égale 1 sur R. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à la fonction U égale 1 sur R. Donc ça, cette méthode dite de Binet. Bon, je vous en donne simplement le résultat et vous montrer pourquoi elle est intéressante. C'est que 2 équivaut à moins m c2 d de u sur dθ2 plus u est égal à moins KU2. Et pourquoi elle est intéressante? On comprend tout de suite pourquoi elle est intéressante, parce que C2U2, pardon. Parce que U2 se simplifie et on obtient une simple équation harmonique d de u sur dθ2 plus u est égal à K sur MC2 qu'on va écrire égal à 1 sur P. P c'est le paramètre. Celui qui intervient dans P sur 1 plus le cosinus θ qui a été donné dans le complément d'une vidéo précédente. Et donc là, je dirais, moyennant le choix de l'axe θ, on a presque trouvé que c'était, on a presque terminé, on trouve bien l'équation d'une conique. Bon, alors l'objectif ici, c'est que dans un problème, contrairement au programme précédent, eh bien, ceci n'est pas exigible, et puis c'est considéré comme compliqué, alors qu'en réalité c'est très simple, mais enfin ça c'est pas un scoop, c'est pas nouveau. Eh bien, on va se plier, je dirais, à l'ère du temps, et donc je vais vous donner un moyen de retrouver, si l'énoncé le souhaite, si l'énoncé le souhaite, eh bien une façon de retrouver l'équation d'une conique avec rien, je veux dire. C'est-à-dire sans la méthode Binet, pour tout dire. Donc, alors, recherche des invariants. Alors, premier invariant, je veux dire, celui qui apparaît le plus simplement, sans manipulation trop compliquée. Le premier invariant, donc spécifique à f égale moins k sur R2, va s'appuyer sur deux choses. Le mouvement est plan, plus R carré θ point égale C dans pi. Il va s'appuyer là-dessus. Et pour ça, je vais remarquer que on va remarquer que vectoriellement, eh bien, le PFD a conduit à dp sur dt dans R est égal à moins k sur R2 ER. C'est ce qu'on a trouvé, c'est ce qu'on a rappelé ici. Donc je ne fais que le réécrire en introduisant la quantité de mouvement plutôt que la vitesse. Donc ça c'est simplement pour avoir quelque chose d'un peu plus compact. Et là, on remarque que c'est moins k sur... Alors, r carré θ point égale c, donc ça se met moins k c θ point ER. Et comme on est dans le plan, comme on est dans le plan, ça, c'est égal à k sur c, d sur dt, de Eθ de θt. Alors pourquoi cela? Parce que, eh bien, car, on va faire un petit dessin, voilà ER, voilà Eθ, eh bien d sur dt de Eθ de θt est égal à dEθ sur dθ en θ égale θt multiplié par dθ de t sur dt. Et de façon condensée, ça c'est θ point. Voilà. Et ça se déduit, ça c'est un vecteur
unitaire, en tout cas de norme constante, et on sait qu'un vecteur de norme constante, eh bien dE θ sur dθ se déduit par une rotation de plus pi sur 2 du vecteur Eθ. C'est-à-dire que ça, c'est moins ER. Donc voilà dE θ sur dθ, et ça fait donc moins ER. dE θ sur dθ est orthogonal à Eθ et se déduit de Eθ par une rotation de plus pi sur 2 avec l'angle ayant servi à orienter θ. Et par conséquent, on trouve donc que d'où eh bien, d sur dt de P de R moins K sur C Eθ est égal à 0. C'est-à-dire que P de R moins K sur C Eθ, que si l'on préfère, on peut écrire K sur C EZ vectoriel ER, parce que ça devient plus facile à manipuler, puisque ER c'est R sur R, est égal à A, indépendant de T. Voilà. Et ça, c'est un invariant intéressant, parce que ben, il est simple. Et on va voir ce qu'on peut essayer d'en faire. On va voir ce qu'on peut essayer d'en faire. Alors, bon, y a une interprétation géométrique de cet invariant. Je vais peut-être pas en parler parce que c'est un peu délicat, mais l'idée c'est que cet invariant suggère une symétrie attachée à son existence. Alors, il existe un théorème démilinitaire qui stipule que à partir du moment où vous avez un invariant, il y a une symétrie qui lui est attachée. Voilà, un invariant est attaché à une symétrie. On ne peut pas tellement développer ça à l'occasion de cette vidéo. Ça nous conduirait un petit peu loin, mais c'est un résultat très intéressant à signaler. Voilà. Donc on va continuer sans ça, mais je vous donne juste l'intuition, c'est que P de R moins A, qui est un vecteur constant, est égal à K sur C, donc Eθ on a dit. Et donc du coup, P de R moins A s'écrit K sur C, ce qui veut dire que c'est indépendant de θ. Donc c'est invariant par toute rotation d'angle θ. Voilà, ça suggère donc qu'il y a une symétrie de rotation attachée à l'existence de cet invariant. On ne va pas en dire plus, on va se contenter de cette idée qui est intéressante par elle-même. Alors, bon, on peut en construire d'autres. En fait, on peut en construire beaucoup, hein. Tout aussi spécifique, c'est que donc en fait déduit de A et sigma. C'est-à-dire que en fait, puisque vous avez deux invariants, vous pouvez les combiner pour en faire d'autres. Donc on pourrait s'intéresser à A scalaire sigma par exemple. Mais ce qu'on va regarder, c'est un invariant. Il se trouve que E est égal à V vectoriel sigma sur K moins ER. Bon, là, la notation, elle n'est pas terrible, donc je ne sais pas, je vais le noter, je ne sais pas comment je vais le noter, je devrais le noter autrement. Bon, je vais l'appeler E, donc c'est ce qu'on appelle le vecteur excentricité, est appelé vecteur excentricité. Alors, on va démontrer que ce vecteur est constant. On va démontrer que ce vecteur est constant en imaginant qu'on n'est pas passé par la première étape. Et donc, on va donner une preuve, je dirais, indépendamment du contexte précédent. Donc, dE sur dt dans R, c'est, puisque sigma égale constante, c'est en fait 1 sur K dV sur dt, vectoriel sigma, moins θ point Eθ, toujours pareil, car la trajectoire a lieu d'un pi. Hein. C'est pour ça que dEr sur dθ, c'est θ point θ. Et donc, du coup, ça, d'après le PFD, c'est
1 sur K fois moins K sur R2 ER. Voilà. Vectoriel sigma que je vais écrire en fonction de à partir de sa définition. Il est constant, certes, mais par définition, sigma, c'est ça. Pardon. Donc, dv sur dt. Là, j'utilise le PFD. Et donc, je simplifie ensuite. Espérons qu'on ne s'est pas trompé. Et on peut toujours espérer. Mais là, il se trouve qu'on s'est trompé. Alors, donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? V vectoriel sigma sur K. Donc, j'ai oublié de mettre M ici. 1 sur K, 1 sur MR2, dv sur dt, hein, MdV sur dt est égal à moins K sur R2, donc il ne faut pas oublier de diviser par M. Donc on peut simplifier par M ici aussi. Et donc en développant un petit peu, ça s'écrit moins ER sur R2, vectoriel R2 θ point EZ, moins θ point Eθ. Alors, je m'aperçois qu'il y a une autre faute. Donc, non, c'est pas ça. C'est ça, pardon. Donc, R2 se simplifie également. Et donc, ça, l'anticommutativité du produit vectoriel, ça me donne EZ vectoriel ER moins θ point Eθ. Et donc, ça fait θ point Eθ moins θ point Eθ. Voilà. Donc, on a prouvé que... le vecteur excentricité en question était constant. Alors en fait, ce vecteur excentricité, donc ce vecteur excentricité, remarque, E dépend de A et sigma. C'est-à-dire qu'en fait, E, alors on va essayer de trouver le lien avec A. Eh bien, pour que les choses se fonctionnent, il faudrait que, puisque A faisait intervenir MV, c'est-à-dire P dans R, eh bien ça va être vraisemblablement A vectoriel sigma. Ce soit cohérent, hein, puisque A ça commençait par P. A c'est donc voilà, sur MK. Alors on va le vérifier, on le soulignera une fois que ce sera vérifié. En effet, preuve. Eh bien, preuve, A vectoriel sigma, eh bien, c'est, du coup, on a dit que c'était c'est P vectoriel sigma sur MK moins K sur C moins K sur C Eθ vectoriel sigma, donc sigma c'est MC EZ. Et donc Eθ c'est donc A vectoriel, donc c'est P vectoriel sigma, donc P vectoriel sigma, et P vectoriel sigma sur 1, c'est donc moins ER. Donc du coup, il faut regarder, examiner cette équation ici. Alors, il y a une faute. Et quelle est la faute? C'est que j'ai oublié de diviser par MK. Voilà. Donc K se simplifie, M se simplifie. Et donc ça s'écrit P vectoriel sigma sur MK moins Eθ vectoriel EZ. Eθ vectoriel EZ, c'est ER. Et donc P vectoriel sigma sur MK moins ER, on reconnaît E. Voilà. Et donc, effectivement, E n'est pas un nouvel invariant. Hein. Il se déduit de A par cette relation. Alors, on va regarder le cas particulier de l'ellipse, avant de faire une application. Cas particulier. Donc, cas positif, attractif, et 0, moins U0,
0, c'est-à-dire une trajectoire elliptique. Donc ça fait une trajectoire elliptique, ellipse de foyer O. Et donc l'ellipse de foyer O, on va faire un schéma ici, et on va regarder comment sont orientés, disons, A et E. Alors, bon, sigma est comme ceci, puisque on va décrire l'ellipse dans le sens des θ croissants. Donc, ici, j'ai ER. Ici, en fait, c'est pas, ça se voit pas, mais la trajectoire ici, la quantité de mouvement, donc le schéma est pas joli ici, puisqu'en fait, la quantité de mouvement, c'est-à-dire la tangente à la trajectoire, P, ici, est au-dessus de θ. Au-dessus de θ. C'est pas sûr du tout, ça. C'est pas sûr du tout. C'est même, à vrai dire, le contraire. En réalité, c'est pas ça. Donc c'est P qui est comme ça. Et c'est Eθ qui est comme ça. Ça, on peut le vérifier, mais je vais pas le faire ici. Donc θ, en fait, la tangente est au-dessous. Voilà. Je crois. Alors ça, c'est un point à vérifier. Hein. Eθ. Et je crois que c'est le contraire, en fait. Je crois que c'est le contraire. Je vous prie de m'excuser. P est comme ça et θ est comme ça. On va y arriver. Alors en fait, il faudrait le démontrer. Donc là, je veux pas me perdre avec ça. Donc en fait, ici, P est au-dessus de θ. Et ce qui fait un angle droit, c'est ER-Eθ. Voilà. Bon. Alors maintenant le A ici. Alors le A, imaginons qu'on parte du périgée ici. Et qu'est-ce qui se passe au périgée? Au périgée, eh bien en fait, ce qui se passe, c'est que, donc on a dit que A c'était P dans R moins K sur C Eθ. Et donc ce qui est intéressant, c'est que en P, qu'est-ce qu'on a en P? Eh ben on a une quantité de mouvement qui est comme ça, et le E R de P est comme ceci, et le Eθ de P est comme ça. Donc en fait, ici, puisque on va avoir A plus petit, ça, là, on va l'admettre ici, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir P en P qui est comme ceci. Il est orthoradial. Voilà. Et donc, par conséquent, on en déduit que A est selon Eθ de P. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on peut dessiner A comme ça. Ensuite, il faut discuter si c'est vers le haut ou si vers le bas. Et du coup, E est égal à A vectoriel sigma sur MK. Donc, je rappelle que K est positif. Et selon, alors, je sais pas, A vectoriel sigma, voilà, et bien, il se trouve ici. Voilà, E. Et donc, E selon OP, en fait, en direction d'OP. Et OP, c'est pas, cet axe-là, c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire que E est dans la direction de OX, qui est le seul axe de symétrie,
de l'ellipse dans OXY. Pas dans oméga XY, mais dans OXY. Il n'y a pas d'autre axe de symétrie. Je refais un dessin pour s'en persuader. Voilà, je prends O comme origine. Et il n'y a pas d'autre axe de symétrie que le grand axe, AP. Voilà l'axe de symétrie. Il n'y en a pas d'autre. Celui-là n'est pas axe de symétrie. Donc c'est bien, E est bien comme ça. Alors il se trouve que E s'appelle, comme on l'a dit, E s'appelle le vecteur excentricité. Le vecteur excentricité, on va vite comprendre pourquoi. C'est le vecteur excentricité, parce que, eh bien, en fait, si je définis donc par rapport, alors cette fois on choisit pas n'importe quel θ, on choisit ce qu'on avait fait d'ailleurs instinctivement précédemment. Donc j'ai dit que en fait E θ était comme ça, avec une quantité de moment qui est comme ça, un peu au-dessus. Eh bien, en fait, soit θ est égal à OXOM, et OXOM c'est aussi EOM. Hein? Eh bien, je vois que E est égal à, par définition, à V vectoriel sigma sur K moins ER de θ. Et donc, j'en déduis que E scalaire EX, ça fait beaucoup de E, hein, je suis désolé, c'est V vectoriel sigma sur K scalaire EX moins ER scalaire EX. Et ça, c'est cosinus θ. Pardon, E scalaire EX est idiot, donc E scalaire ER, pardon. ER. Donc ça fait 1. Ça fait 1. E scalaire EX. C'est ça qui fait E cosinus θ. Et bon, en intervertissant le produit mixte ici, ça fait ER vectoriel V sigma sur K moins 1. Et donc ça c'est RER, c'est-à-dire R vectoriel V scalaire R vectoriel V scalaire sigma sur K moins 1. Voilà. Et donc en définitive, on trouve que E cosinus θ est égal à sigma carré sur mk moins 1 divisé par R, c'est-à-dire, si on préfère, m C2 sur K, 1 sur R moins 1. Donc on en déduit que R de θ est égal à P sur 1 plus E cosinus θ, où E c'est la norme de E. Et donc c'est l'équation canonique, c'est l'équation d'une... On reconnaît l'équation d'une conique si on vous dit qu'une conique c'est ça. Si on la définit de cette manière-là. Bon, ce qui n'est pas très élégant, mais enfin bon, c'est comme ça. On peut vous donner ça dans un problème et puis sans commentaire. Une conique c'est ça. Et donc en fait, bilan, eh bien E pointe vers l'axe de symétrie de la conique dans OXY, et O c'est le foyer, et deuxièmement E égale E est l'excentricité de la conique.
Et donc clairement, E est un bon vecteur pour caractériser le fait que c'est une conique, puisque ce vecteur E, d'une part, il pointe vers l'axe de symétrie de la conique. C'est une caractéristique d'une conique, ça, l'existence de cet axe de symétrie avec origine au foyer. Et deuxièmement, eh bien, l'excentricité de la conique est un de ses paramètres essentiels avec le foyer. Et bien, ça correspond au vecteur E lui-même. Et E, comment on l'obtient? Eh bien, E est donné par les conditions initiales. V vectoriel sigma sur K moins ER égale E, pardon, donné par les conditions initiales. Comme tous les autres invariants. Voilà, alors, bon, on va faire une application. On va faire une application de cet invariant, de l'utilisation de cet invariant. Je ne sais pas comment ça a été fait en première année, mais il se trouve que l'utilisation de ces invariants permet d'obtenir de façon assez remarquable la déviation de la diffusion lors de la diffusion de Rutherford. Alors cette expérience est très importante parce qu'elle a permis de voir que finalement, ouvrez les guillemets, la matière était pleine de vide. Donc, rappel, on considère des particules alpha, c'est-à-dire noyau, hélium 2, 4, 2+. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Z égale 2, donc ça veut dire 2 protons. Et Z égale 4, ça veut dire 2 neutrons, parce que ça veut dire 4 nucléons. Et donc, ces particules, on les envoie sur une mince feuille d'or. Voilà. Donc la feuille d'or, je ne sais plus, mais il me semble que, je vérifie, mais il me semble que c'est 79, le numéro atomique. On va vérifier, on va googler. On va googler pour voir, pour vérifier cette donnée. Donc or. Voilà, l'or au Wikipédia, merci Wikipédia. Donc 79, c'est ça. Donc or 79, le nombre de masse, je ne sais plus ce que c'est. Voilà, le plus représentatif, c'est oui 196, 96, donc 200, 197, pardon. Donc noyau d'or. Alors ça veut dire 79 plus, hein, pour les noyaux, et sans les 79 plus pour les atomes. Et donc, en fait, on observe la déviation. On observe la déviation de ces particules alpha. Donc, en fait, on a un jet de particules alpha. Et donc, en fait, la masse des particules alpha étant très petite devant celle des noyaux d'or, et bien, alors la masse des électrons de toute façon est négligeable, hein, donc que ce soit les noyaux ou l'atome, c'est la même chose en termes au niveau de cette inégalité, de sorte que on va considérer que les noyaux d'or sont fixes. Voilà, donc voilà les noyaux d'or, 79 plus ici. Alors, il y a les électrons, bien sûr. Mais on va faire en sorte que l'énergie des particules alpha
est suffisante pour comment dire, écarter les électrons sans modifier leur trajectoire. En fait, il faut comparer EC alpha à MC2 et M, masse d'un électron. Voilà, c'est le critère de validation rapide de cette hypothèse. Voilà. Et dans ces conditions, ben, qu'est-ce qui se passe? Alors, on se débrouille pour que l'épaisseur de la feuille d'or est suffisamment faible pour que chaque particule alpha ne soit diffusée au plus que par un seul noyau d'or. C'est-à-dire qu'on néglige pas de diffusion multiple. Alors qu'est-ce que ça veut dire la diffusion? Eh bien, ce qu'on va étudier maintenant, ça veut dire qu'il y a une probabilité que la particule alpha passe suffisamment près d'un atome d'or pour être déviée. Et donc l'idée, c'est que si cet événement se produit, on néglige la probabilité que une fois dévié par un noyau d'or, il soit dévié par un autre noyau d'or avant de ressortir. Hein, c'est ça le truc. Bon, alors donc on va étudier cette déviation. Donc on considère que le noyau d'or est à l'origine des coordonnées et on néglige son mouvement, donc fixe. Et on s'intéresse à une particule alpha ici caractérisée par ce qu'on appelle un paramètre d'impact. On appelle V alpha la vitesse de la particule alpha lorsqu'elle est très loin de l'atome d'or. Et en fait, comme il se repousse, je rappelle que Q or c'est 79E et Q alpha c'est 2E. Et donc, hop, et là j'utilise tous les résultats obtenus puisque en fait on fait l'hypothèse que cette interaction est purement électrostatique c'est-à-dire que la force qui va être exercée sur la particule alpha ici, voilà, F or alpha, que je vais appeler F, soit est purement répulsive, donnée par F est égal à Q alpha, Q or sur 4 pi epsilon 0. Alors on va appeler ce vecteur-là R. R est égal à OM. Donc on appelle M le point qui repère la particule alpha. OM sur R3. Voilà, on fait l'hypothèse. Alors l'hypothèse, parce que ça va pas du tout de soi, puisqu'en fait, pour qu'elle soit déviée, il va falloir qu'elle passe très très près du noyau d'or. Donc on se dit que cet événement n'est pas nécessairement très probable. Tout dépend évidemment des énergies mises en jeu par la particule alpha. Donc ici on fait simplement l'exercice. On ne va pas entrer dans les détails. Je vous renvoie vos cours là-dessus pour toutes les valeurs numériques, etc., qui jouent un rôle décisif. Hein. Bon. Et donc moi mon objectif c'est d'illustrer comment dire l'intérêt de l'invariant ici. Hein. Bon. Et donc si le noyau d'or est supposé fixe, on a un problème
à force centrale répulsive en 1 sur R2. C'est-à-dire qu'on peut écrire ça sous la forme K' sur R2 ER avec K égale moins K' négatif. Pour pouvoir appliquer les résultats précédents. Hein. Et l'idée, c'est que si on a un certain nombre de particules qui se présentent, on va regarder le nombre de particules en fonction de leur angle de déviation, qu'on va appeler ici qui. Et donc, en fonction de qui, eh bien, on va voir si le nombre, la fraction qui est déviée disons dans le cône entre qui et qui plus des qui et correspond à cette formule. Et si c'est le cas, eh bien on va dire bah oui, c'est bien une interaction d'origine électrostatique, alors que je vous rappelle qu'il s'agit d'interactions entre noyaux sur lesquels à l'époque on ne savait rien et on savait même pas on n'avait pas l'idée précise de la taille des noyaux. Les premières théories sur le noyau, c'était qu'ils occupaient toute la taille de l'atome, c'est-à-dire de l'ordre de 10-10 mètres. Et il s'avère, justement, notamment grâce à cette expérience, que la taille des noyaux est plutôt de l'ordre du Fermi, c'est-à-dire 10-15 mètres. Donc cette expérience est absolument fondamentale. Alors, pour ce qui est de l'exercice maintenant, eh bien, bon, on va utiliser, petit 1, la conservation d'énergie. Donc ici, on n'est plus dans le cas de l'ellipse, on est dans le cas de l'hyperbole. D'une branche d'hyperbole. Donc ici on sait que c'est une branche d'hyperbole. Branche d'hyperbole de foyer. Vous voyez, même dans le cas du programme où on ne sait pas vraiment ce que c'est qu'une hyperbole, on dit bah, la courbe, on l'appelle hyperbole. Un point c'est tout. Et elle est caractérisée par un foyer qui se trouve être le centre de la force. La conservation d'énergie, elle s'écrit 1 demi de mv' alpha au carré. Voilà, v' c'est très loin ici. Plus EP de l'infini est égal à 1 demi de v alpha au carré plus EP de l'infini aussi est égal à E et EP l'infini, ça fait 0. Parce que l'énergie potentielle, car EP de R égale moins K sur R, c'est-à-dire K' sur R. Au passage, elle est bien correcte au niveau du signe, puisque si R tend vers 0 plus cette énergie maximale, si elle tend vers plus l'infini, elle est minimale. Et l'infini, c'est bien là où on voit, si je puis dire, cette force répulsive, elle tend à écarter les deux particules le plus loin possible. Bon. Et donc, j'en déduis que V' alpha, très loin dans cette direction-là, est égal à V alpha, ici. Donc je vais appeler, je ne sais pas moi, V0 par exemple. Bon. Alors, la question, c'est calcul de qui? Eh bien, on peut prendre le vecteur excentricité, parce que là, l'axe de symétrie, on le connaît, il est là. Il est là, et on ne sait pas très bien si E pointe ici, on n'est pas très à l'aise avec le vecteur excentricité, s'il pointe par là ou par là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il pointe vers l'axe de symétrie. Donc OX est l'axe de symétrie dans OXY. Voilà. Dans OXY, avec origine en O. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, pardon. Voilà. Et bon, alors, on peut... En fait, c'est pas la peine de prendre, de prendre E, on peut prendre A. On peut prendre A parce que A est donné, on a vu, A, c'est P moins K sur C θ, donc égale constante. Donc en fait, on peut évaluer A, tout aussi bien. Hein. Donc A, on va le déterminer par les conditions initiales. A, c'est donc P, c'est M V0. Donc V0, c'est ça. Hein. V0 EX. Alors pour le coup, je définis les axes X et Y comme ça. Voilà, moins K sur C Eθ de M0. Et M0, en fait, il est ici. Alors, en fait,
quand on fait tendre M0 vers l'infini, on a ici ER. Alors la question c'est comment on va définir θ. Donc θ en principe il est défini par rapport à l'axe de symétrie. D'accord? Donc du coup on va le définir comme ceci. θ. Avec un sens positif ici. Alors est-ce que c'est très malin? MV vectoriel, non, c'est pas très malin parce que le vecteur moment cinétique, lui, alors X, Y. Alors le vecteur moment cinétique, je fais un petit. Oui, c'est ça, si c'est une bonne idée. On va prendre un sens positif comme ça pour θ, de façon à ce que on ait sigma qui soit comme ça. Alors sigma, il n'y a pas de doute, il est MV, donc MV vectoriel, c'est OM vectoriel MV. Je vois que en ramenant un M0 à distance finie, donc ici c'est V, OM c'est quelque chose comme ça pointe vers le fond de la feuille. Donc ça pointe vers la direction qui est ici. Donc mon intérêt c'est de dire, de prendre X comme ceci, et alors X, Y, Z, c'est pas très malin, ça veut dire que sigma est suivant moins EZ, le Z qui est dans le trait direct XY. En tout cas, on sait comment y diriger sigma. Alors Eθ, je vois que donc il va tendre, donc on a dit que θ c'était ça, donc à partir du moment où j'ai θ qui est comme ça, si j'ai ER, j'ai Eθ qui est comme ça. Et donc si M0 est ramené très loin, j'ai ER qui tend vers moins EX, et Eθ de M0 qui tend vers EY. Puisque θ est dirigé comme ça, donc Eθ se déduit de ER, attention θ est négatif ici, hein, par une rotation dans le sens positif. Donc ça c'est un petit point délicat, et donc A c'est en fait MV0X moins K sur C, alors on a pris Y vers le haut, donc moins K sur C, EY. Voilà A. Et donc c'est un invariant. Alors bon, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver du coup on sait que c'est un invariant. Donc ce que je peux faire ici, c'est chercher la déviation de la manière suivante. Alors bon, plusieurs solutions. Soit on manipule cette équation pour obtenir l'équation de la conique, soit on doit pouvoir, me semble-t-il, être plus malin et écrire que ça, c'est aussi mv' de alpha moins k sur c fois le Eθ de m'0. Alors je vais l'appeler m'0 ici. Donc ça c'est ER de m'0. Et donc Eθ de m'0 est comme ceci. Donc moins k sur c, Eθ de m'0. Et V', alors maintenant il n'y a plus qu'à examiner, qu'à rendre ceci compatible avec cette égalité là et faire le lien avec l'angle qui. Et l'angle qui c'est en fait l'angle entre V' de alpha et V alpha. Et cet angle V' alpha V alpha c'est aussi l'angle entre ER de M'0, ER de M0. C'est plutôt l'opposé. Hein. Voilà. Et donc, bon, maintenant, il faut essayer de bidouiller un petit peu. Comment est-ce qu'on va faire ça? Je sais pas trop, en fait. Je sais pas trop. Donc ça, ER de M0, on a dit que c'était moins EX. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est plus EX, moins ER de M0, pardon, ici c'est plus EX. Bon, je sais pas trop, je sais pas, on va dire que V' de alpha, par exemple, c'est... alors, n'oublions pas que ça, ils ont même norme, hein, donc c'est V0 cosinus qui EX plus sinus qui EY. Voilà, par exemple. Et donc, et Eθ de M'0,
Eθ de M'0, c'est le vecteur qui se déduit de R par une rotation dans le sens positif ici. Donc, je vais faire tourner ER de M'0 qui est dirigé suivant. Donc ça c'est V0 E' R de M0 et Eθ de M'0. C'est en fait cosinus qui plus pi sur 2, donc moins sinus qui EX plus cosinus qui EY. Donc qui reçoit qui plus pi sur 2. Alors voyons si c'est cohérent. On a Eθ qui est dirigé vers moins EX. Et donc ici c'est pas ça, c'est plus ici et moins là. Pardon. Bon, et là on devrait s'en sortir. Donc j'écris ceci. Je fais attention. Je perds un petit peu le fil là. Alors qu'est-ce qu'on peut faire On peut projeter. On peut se débarrasser de V' alpha par exemple. Si on veut se débarrasser de V' alpha, il faut multiplier par Eθ de M'0. Puisqu'ils sont orthogonaux. Donc. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vérifie. Ouais, je vais faire ça. Donc, je vais faire A scalaire. Donc, on a dit qu'on allait se débarrasser de Eθ. Donc, ça veut dire que A scalaire E' R de M0 moins 0 est égal à MV0 EX E' moins K sur C EY E' de M0. Et donc A, on a dit que c'était MV0 EX EX'. Donc EX' c'est cosinus qui. Je me sers de ce que j'ai fait là. Moins K sur C EY cosinus qui, donc sinus qui est égal à on a dit que A s'exprime aussi comme ça, et donc je multiplie par E'. Donc je souffre un petit peu, donc c'est V', c'est E0, E' R scalaire E', c'est-à-dire 1. Et donc, ça fait MV0 1 moins cosinus qui est égal à moins K sur C sinus qui. Et là, il faut faire attention parce qu'on a passé. Donc calcul de C. Eh bien, on a dit que sigma, c'était MC. Et R vectoriel V, il faut faire attention. R vectoriel V, on a vu que c'était moins, donc E+, c'est-à-dire moins MC EZ. Et là, ce que je remarque, c'est que, d'autre part, c'est OM0 vectoriel M V0. V0X. Et OM0, je vais faire la chose suivante, c'est que je vais décomposer en H0 ici. C'est-à-dire que je dis que ça, c'est OH0EX plus BEY. Où B est le paramètre d'impact ici. Hop. On le voit. B. Il y a un réseau de lumière. Il faut attendre que la webcam s'adapte. Voilà. D'accord. BEY et OH0. Et donc, même si H0 est rejeté à l'infini, ça ne change rien. C'est que, alors attendez, je ne retrouve plus, voilà. Même si H0 est rejeté à l'infini, c'est pas grave. On retrouve que ici, EX vecteur et EX, ça fait 0. Et donc ça fait M, BEY, vectoriel
EX. Voilà. Et donc, je trouve que ça fait moins MBV0E Z. Et comme attendu, c'est bien de la forme moins MC avec C positif. Comme le montre le calcul du produit vectoriel à la main. Hein. Et donc, j'en déduis que... Eh bien, j'en déduis, excusez-moi, que C est égal à moins BV0. Et donc, au final, donc, bilan, MB0, 1 moins cosinus qui est égal à moins K fois moins BV0 sinus qui. Et donc j'en déduis que avec les angles moitiés ici, ça fait 2 sinus carré qui sur 2. Et ici 2 sinus qui sur 2, cosinus qui sur 2. Pardon, petit incident. Voilà. Et donc en définitive, il n'y a plus qu'à conclure. Ici. Eh bien, on a donc, bon, simplification par 2, simplification par sinus qui sur 2. Et donc, on trouve donc que tangente qui sur 2 est égale à B K sur M V0 carré B. Ce qui est le bon résultat. Enfin, on va le commenter quand même. On va le commenter. Donc, voilà, c'est un petit peu délicat ce calcul. Il faut savoir le faire, on ne sait jamais. Hein. La diffusion de Rutherford, c'est un exemple important. Bon, donc il faut vraiment faire attention. Mais on va tester le résultat. On va tester, donc test. Ben, test, si B tend vers l'infini, eh bien qui tend vers 0, attendu. Ben, oui, si on passe trop loin, on n'est pas dévié. Hein. Si V0 tend vers l'infini, on n'est pas dévié non plus. Voilà, et au contraire, si B tend vers 0, on est fortement dévié. Tangente qui tend vers plus infini, qui tend vers pi, c'est-à-dire qu'on est pratiquement repoussé. Donc B égale 0, on repart dans l'autre sens en fait. Hein. Donc à la limite où B tend vers 0, on retombe sur le cas où on a une arrivée ici et on repart exactement dans l'autre sens. Voilà. Pour la diffusion de Rutherford, et donc en fait, l'histoire se termine de façon assez joyeuse. C'est qu'en fait, on trouve que les particules sont déviées. Donc je ne vais pas faire ce qu'on appelle la section efficace différentielle, mais les particules sont déviées conformément à cette répartition. C'est-à-dire que c'est la déviation qu'on observe des particules à partir d'un flux dirigé homocinétique, donc elles ont toute la vitesse V0, donc elles sont, je dirais, filtrées pour avoir la même vitesse V0 comme indiqué dans le schéma précédent. Ben, il s'avère que l'hypothèse que la force est électrostatique est compatible avec cette loi, et en plus, ça donne un ordre de grandeur de B, puisqu'on connaît l'énergie des particules incidentes, et on trouve que B est de l'ordre du Fermi, et 1 Fermi est égal à 10-15 mètres, c'est-à-dire 1 Fermi. Et ça, c'est B est donc très petit devant A de l'ordre de 10-10 mètres, c'est-à-dire 0,1 nanomètre, taille caractéristique, d'un atome. Taille caractéristique d'un atome. Voilà l'histoire. Vous savez tout sur cette histoire de la diffusion de Rutherford. Donc, bon, je vous invite à faire un exercice, on ne va pas le faire ici. Le calcul du vecteur excentricité, donc lui, on s'attend à ce qu'il soit de toute façon dirigé suivant l'axe des X, probablement vers ici, puisque probablement le vecteur E, il est comme ça. Si on se réfère, enfin, ça serait logique en tout cas, si on se réfère à, donc il serait comme ça, si on se réfère à la manière dont il était situé sur l'ellipse, dont je rappelle qu'il pointait vers l'extérieur du périgée ici, donc il pointait vers l'extérieur de la concavité. Donc ça ne serait pas illogique, à vous de voir.
donc de faire l'exercice cette fois avec l'autre invariant qui de toute façon se construit à partir de A, qui est beaucoup plus joli en fait, mais il se présente de manière un peu plus compliquée au départ. Voilà, mais il a l'avantage de faire apparaître R, et ici avec le θ, on a eu un petit peu de mal. Et voilà, donc je vous laisse méditer là-dessus sur la diffusion de Rutherford. Et ceci termine cette vidéo pour aujourd'hui. Ce sera la dernière sur ce sujet cette année. Voilà, bon, je vois que ça a duré 1h10 quand même. Et parce que c'est pas un sujet tout à fait facile. Et je vous invite à savoir retrouver cette formule par le moyen que vous voulez, en fait, hein, peu m'importe maintenant. Moi, je vous ai dit comment on pourrait utiliser les invariants. Maintenant, si vous avez mieux, tant mieux. On peut aussi jouer avec l'équation polaire de la conique. Mais voilà, c'est comme on veut, mais l'essentiel, c'est d'avoir une méthode. Voilà, donc mesdemoiselles et messieurs, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée.